Allez, on va lire le premier titre, ok? Antoine Léaumont écrit « Le directeur de Périclès fait un lien entre islam et insécurité en France. Cette idéologie islamophobe n'est pas seulement fausse, elle est dangereuse pour le pays. » On va visionner cette vidéo de 2 minutes de Antoine Léaumont, ok? Mais j'aimerais avoir une réponse précise à ma question parce que sur plusieurs sujets, vous vous êtes, je crois, permis la possibilité de dire les opinions que vous défendiez. Donc sur celle-ci en particulier, je trouve qu'il est assez intéressant que le directeur de Périclès dise si vous estimez qu'il y a un lien entre islam et insécurité. Et quel est le problème? Le problème est de savoir si je suis chrétien. Le problème est d'être chrétien ou le problème est que je m'intéresse à l'islam? Je pose une question simple qui appelle une réponse par oui ou par non. Donc j'aimerais savoir si vous pensez qu'il y a un lien entre islam et insécurité. Je pense qu'on peut à la fois s'intéresser à l'islam, s'intéresser à l'insécurité, s'intéresser au lien entre l'islam et l'insécurité en France. Donc pour vous, la réponse est oui. Ma réponse est que réfléchir au lien entre l'insécurité en France et l'islam est quelque chose de tout à fait pertinent sauf si vous considérez qu'il est interdit de s'interroger sur cette question, dans ce cas-là, c'est toute chose. Non, c'est simplement pour savoir, parce que comme vous dites vouloir mettre en place un baromètre, si jamais ce baromètre vise à faire un lien entre les deux, ce qui serait une torsion de la réalité, puisque l'ensemble des enquêtes qui existent sur le sujet de l'insécurité en particulier peuvent lier la question de l'insécurité à des questions sociales, par exemple, à des questions en termes de revenus, notamment sur ce qui va concerner les vols, des choses comme ça, peuvent être liées à la question des revenus. Mais il y a des enquêtes qui existent sur ce sujet-là, qui sont assez fines d'ailleurs, où il y a des enquêtes sociologiques, de criminologie aussi, qui existent sur les liens qui peuvent exister entre certains éléments et l'insécurité, mais à ma connaissance, aucune, littéralement aucune, ne fait de lien entre l'islam et l'insécurité. Donc c'est pour ça que je me permettais de vous poser la question. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre islam et insécurité? Déjà, Antoine Léaumont, en traitant le directeur de Périclès, je ne sais pas qui c'est, islamophobe, il veut juste faire taire tout débat, quoi. Islamophobe, ça veut rien dire. Comme j'ai dit dans plein de scripts, ça insinue celui qu'on traite islamophobe de méchant, de raciste. Déjà, il faut définir ce qu'est le racisme aussi. Voilà, c'est juste dire, vous êtes méchant, quoi. Si vous êtes islamophobe ou raciste, ça veut dire que vous êtes méchant. Et donc, il ne faut pas vous écouter. Voyons voir les données. Je l'avais déjà passé dans la vidéo du recteur de la mosquée de Paris, qui lui-même confirme qu'en prison, la population carcérale est composée à 70-80% de musulmans. Les musulmans sont 10% en France, à peu près, et ils représentent 70-80% dans les prisons. Donc le lien entre l'islam et la sécurité, moi je le trouve évident, quoi. Statistiquement, ça se voit qu'il y a une corrélation entre musulmans et délits et crimes et population carcérale. Et lorsqu'on étudie les textes musulmans, vous ouvrez n'importe quelle page du Coran, vous voyez des versets qui sont mécréanophobes. Vous avez le supposé Dieu, le supposé auteur divin du Coran, qui à n'importe quelle page du Coran dit qu'il enverra les mécréants en enfer, qu'il déteste les mécréants, que les musulmans c'est le peuple supérieur, Forcément, lorsqu'on est musulman, on ne peut qu'approuver cet avis de ce supposé auteur divin. Qui osera avoir un avis contraire au supposé auteur divin du livre en lequel il croit? Si l'auteur du Coran dit qu'il n'aime pas les chiens, forcément les musulmans n'aiment pas les chiens. Ça se vérifie d'ailleurs. Les musulmans préfèrent les chiens, en général. Voilà que par allégeance au supposé créateur divin du Coran, évidemment que les musulmans, les plus religieux en tout cas, partagent l'avis de ce supposé auteur divin. C'est-à-dire la mécréanophobie, quoi. C'est-à-dire l'aversion des mécréants. C'est ce qui, en conséquence, se vérifie dans tous les pays occidentaux. Les musulmans traitent les occidentaux de guerres, de mécréants, de kafirs. Au Royaume-Uni, vous avez les Pakistanais qui déshumanisent les petites filles blanches et les gars. Oui, effectivement, Truman, l'islam n'aime pas les chiens, n'aime pas les nuits, n'aime pas les judokas, n'aime pas les croix, n'aime pas les mécréants, n'aime pas les polythéistes, n'aime pas la musique, n'aime pas les femmes, n'aime pas les LGBT. Je crois qu'il y a un hadith qui dit que le fait de rire, ce serait une influence du shaitan. L'islam n'aime pas le rire non plus. L'islam n'aime rien en fait. Allez, on continue. Ah tiens, il y a une teen. La teen Erga. Je crois qu'elle a une chaîne YouTube. Je crois que c'est une influenceuse qui se dit de droite. On va voir sa vidéo. Regardez sur quoi je suis tombée l'autre jour chez Ombre Blanche. Qu'est-ce qu'on a là? Pourquoi l'homme est violent? Ah oui, le fameux homme.
C'est vrai que c'est chiant, tous ces hommes-là, de n'importe quelle confession religieuse, de n'importe quel groupe ethnico-culturel, qui exécutent des innocents au nom de leur religion, quelle qu'elle soit. C'est quoi un attentat? C'est quand un arabe exécute des innocents dans la rue ou fonce en camion sur une foule dans un marché de Noël? Et non. Et c'est là que non. C'est là que tu es raciste. Un attentat, c'est quand un monsieur avec une casquette, tout vêtu de noir, va comme ça venir frapper du poing, comme ça, hein. Ouais, là, il s'énerve. Comment les pays luttent contre le terrorisme? Oh ben, les autres pays, je sais pas, mais en tout cas, la France, elle, en allumant des bougies, en faisant chanter des boumeuses, et en sortant des BD pour enfants qui expliquent que le terrorisme est rare et qu'il n'arrive pas qu'en France, et que donc ça va. Entre un bouquin sur les règles et un autre bouquin qui va nous expliquer que un baiser volé est un là par contre. Faut suivre, hein, je vous l'accorde. Mais dans d'autres États, des États normaux, c'est d'une toute autre manière hein, qu'on lutte contre le terrorisme et la criminalité de manière générale. À base de genre vraies peines de prison, dans des vraies prisons par exemple, où les criminels sont pas mieux logés, traités et nourris que n'importe quel honnête smicard. Et bizarrement, je vous le donne en mille. Oh ben ça marche, dis donc. Qui l'eût cru? Nous qui pensions que c'était des stages de citoyenneté, du karting et des cours de poterie qui allaient réduire la criminalité. Comment ça, il suffit simplement d'enfermer les criminels dans les conditions qu'ils méritent? Comment ça, il suffit simplement d'un peu de répression réelle et dissuasive? Comment ça, il n'y a que ça qui marche? Et la poterie, je comprends pas. Tu as peut-être l'impression qu'il y a beaucoup d'attentats, mais tu te trompes. Tout faux. Quand la télé t'explique que le RN est le véritable danger en France, là, il faut l'écouter. Bah, voilà, c'est vrai. Par contre, quand cette même télé te montre un minuscule aperçu euphémique de la réelle violence en France, ah là, il faut l'éteindre, bien sûr. Ah mais non. Ah non, là, ça te donne l'impression qu'il y a trop d'Aladin qui des profs et qui des gens dans des concerts. Alors que, bah pas tant que ça, finalement. Oui, il y a eu quelques centaines de victimes. Oh, ça va. Ils sont sensibles. Merci beaucoup, Ombre Blanche, de nous proposer des ouvrages tout aussi instructifs les uns que les autres. Hâte de découvrir le prochain top 5 des fun facts sur le ou encore tout savoir sur l'excision, ou bien un amour mal compris. On rigole, mais ils existent peut-être déjà, attention. Merci encore et à très bientôt. Bon alors, je ne connais pas cette team. Après Tweet Team, pardon. Ce serait une catho qui suit les pas de Virginie Vota. Ok. Alors, le catholicisme, d'un point de vue législatif, c'est relativement casse-couille. Mais c'est moins casse-couille que l'islam, quand même. Franchement. Sur une échelle de casse-couille, si par exemple l'islam est à 10 sur 10, le catholicisme est à 6, je dirais. C'est complètement arbitraire. Je sors ces nombres dans mon cœur. Mais aussi, d'un point de vue esthétique, ce qu'a produit le catholicisme est quand même pas mal, quoi. D'un point de vue esthétique. C'est quand même pas mal. La musique, l'architecture, qui a inspiré le canon chrétien est pas mal. Et au moins, dans le christianisme, il n'y a pas d'interdiction de musique. Je ne sais pas vous, mais c'est déjà pas mal. D'un point de vue règlement, interdit et obligation, le christianisme, c'est casse-couille. Mais d'un point de vue esthétisme, identité visuelle, le christianisme, c'est pas mal, je trouve. Mona Lisa écrit « Penses-tu qu'un test Vice, c'est un test de QI, pourrait remplacer la prépa pour filtrer les élèves ?» Alors, aux États-Unis, ils ont le SAT pour les entrées dans les universités. Par exemple, il y a des universités qui fixent l'entrée à 110, 115, 120, ça dépend des universités. Il y a Harvard qui le fixe à l'équivalent de 145. Le SAT est corrélé au QI à 0,7, 0,8, c'est quasiment équivalent, quoi. Donc je pense que c'est largement possible. Pour écrire l'islam, ils ont plagié les textes précédents, ils devaient ajouter des trucs pour se démarquer, effectivement. Allez, on passe au-dessus de ces verres. Bouli. Ce côté, il est marrant. Quelle raison mystérieuse peut bien pousser les habitants d'Aubervilliers à fuir l'école publique? Fuite des élèves dans le privé, des parents dénoncent un aveu de démission de l'Éducation nationale. Ce lundi matin, 300 tracts ont été distribués par le FCPE, c'est une association parents d'élèves, devant l'entrée de l'établissement privé Notre-Dame des Vertus à Aubervilliers. L'objectif de l'opération, inciter les parents qui scolarisent leurs enfants à revenir dans le public, alors que 13 classes doivent fermer à la rentrée prochaine dans la ville. Ok. Des parents d'élèves du public voudraient un retour des élèves du privé. Alors,
Là, je vais réinventer ce qu'on appelle la loi de l'attraction. C'est un concept New Age qui dit que lorsqu'on croit en quelque chose, ça augmente les chances que ça arrive. Bon, je pense que la vraie loi de l'attraction, c'est celle qui dit que les gens qui ont un haut QI ou qui sont beaux ou qui arrivent à produire du beau, l'intelligence et la beauté, quoi. Pour moi, c'est les deux choses les plus importantes dans la vie. L'intelligence et la beauté, lorsqu'on en est doté, on attire les gens qui en sont moins dotés que nous vers nous. C'est un peu comme les corps célestes. Le soleil attire la terre attire la lune, etc., etc. Au lieu de parler de masse, il faudrait parler de beauté et de QI. Donc, cet article du Parisien, ce sont les bas QI qui sont attirés par les hauts QI, les enfants du public qui sont attirés par le haut QI des enfants du privé. C'est dans l'attraction que j'ai dénoncé et d'inventer. Il y a aussi le fait que lorsqu'il y a une différence de QI trop importante, niveau de beauté trop importante, les personnes les mieux dotées fuient ceux qui en sont dépourvus. Voilà. Les gens qui sont dotés d'un certain niveau d'intelligence et de beauté sont prêts à payer pour fuir ceux qui sont trop éloignés d'eux en termes de beauté et d'intelligence. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle définition de la loi de l'attraction que je viens d'inventer? Les gens beaux et intelligents attirent les gens qui sont moins beaux et moins intelligents qu'eux, un peu comme les corps célestes. Il y a aussi le fait que lorsqu'il y a une différence de QI trop importante, les gens les plus beaux et les plus intelligents sont dégoûtés par les gens qui sont moins gâtés qu'eux. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça se vérifie. Hein. Le problème en France, c'est que le QI ne garantit pas la réussite, car sans l'accès aux femmes, les hommes se démotivent. Alors, peut-être que ça ne garantit pas, mais à toute chose égale par ailleurs, tu as plus de chances de choper lorsque tu as la fille. À toute chose égale par ailleurs, puisque c'est collé au statut socio-économique. Mona Lisa écrit un livre de développement perso. Est-ce que mon contenu se prête au développement perso? Je ne sais pas. Le développement perso, moi j'encourage tout le monde à essayer au moins, à essayer. Mais je dirais qu'on n'a pas tous le même potentiel, la même marge de progression. Imaginez deux mecs qui sont identiques, que ce soit en beauté ou en intelligence. À cet instant T, ils sont à 5 sur 10. Non, on va pas parler d'intelligence, on va parler de statut socio-économique et on va parler de beauté. Voilà. Ces deux gars, actuellement, sont au même niveau. Ils sont à 5 sur 10 en termes de statut socio-économique et en termes de beauté. Supposons. Il y en a un qui a une meilleure génétique que l'autre. Et en fait, lui, il aura un potentiel, s'il se met à bosser, il pourra passer de 5 à 7 sur 10. Alors que l'autre, il a moins de potentiel de progression. Avec tous les efforts du monde, il va passer de 5 à 5,5. Si vous êtes dans le cas de figure du premier gars, qui a un haut potentiel, qui a une marge de progression, de par sa génétique, je vous encourage à vous engager dans le développement personnel. Parce que vous avez la marge de progression, tout simplement. On peut tous progresser, mais les efforts pour atteindre un certain niveau n'en valent pas toujours la peine. Par exemple, imaginez qu'il y a un mec, il a 5 sur 10, il a juste à travailler sur lui-même 1 heure par jour et il peut passer à 7 sur 10. Là, je dirais que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Alors que peut-être un autre gars qui est 5 sur 10, en travaillant sur lui-même 4-5 heures par jour, en plus, il va peut-être passer de 5 à 5,5. Est-ce que là, ça en vaut la peine? C'est à vous de répondre à cette question. Passer de 5 à 5,5 en sacrifiant 4-5 heures par jour, je ne sais pas si ça en vaut la peine. Évidemment, il aura progressé, il sera passé de 5 à 5,5. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que le retour sur investissement est pertinent? Je ne sais pas. On peut tous progresser, mais la marge de progression ne vaut pas toujours l'investissement, les efforts. Le développement personnel, c'est atteindre la limite que permet sa génétique. Voilà, tout simplement. C'est à vous de faire votre propre introspection et vous demander si ça en vaut la peine, quoi. Je ne peux pas répondre à cette question à votre place, quoi. Il y en a, avec tous les efforts du monde, ils peuvent passer de 5 à 7 sur 10. Il y en a d'autres, avec tous les efforts du monde, ils vont passer à peine de 5 à 5,5. Vous devez vous demander. Comment savoir si on a un haut potentiel de beauté? Je pense que les conseils pour progresser en beauté, tout le monde les connaît, quoi. C'est maigrir, passer à entre 10 et 15% de body fat pour une marge large, entre 10 et 20 même. Avoir une coupe classique, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Avoir une bonne hygiène, avoir les dents alignées, porter des vêtements à votre taille. Pas besoin de mettre des costards, hein. Juste des vêtements normaux comme Justin Bieber, ça suffit. Bien dormir, bien manger, avoir une vie pas trop stressée. Et voilà, vous aurez plus ou moins atteint votre potentiel que permet votre génétique. Voilà. En dormant bien, en ayant entre 10 et 15% de body fat, en mangeant bien, on va dire en prenant soin de votre apparence 15 minutes par jour. C'est pas énorme, 15 minutes par jour. 15 minutes devant le miroir. Voilà, vous aurez atteint votre potentiel génétique. Plus ou moins.
Est-ce que cette limite génétique sera suffisante pour vos ambitions professionnelles ou amoureuses? Je ne sais pas. C'est à vous de faire cette introspection. Allez, on va passer au petit suivant. On a fait le tour de mon avis sur le développement personnel, ok?